Eh bien, bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Ravi de vous retrouver. Je ne sais pas du tout combien on sera. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de vous voir. Je suis là sur l'écran de contrôle. S'il y a quelques connexions, j'espère que oui, hein, forcément. C'est toujours un peu, toujours un petit peu euh, pénible, un peu frustrant d'avoir l'impression d'être tout seul, de parler tout seul dans son coin. Donc je vais attendre que certains nous rejoignent avant de vraiment commencer. Et puis on causera ce soir d'IA comme chaque fois. Bonsoir, donc je ne sais pas qui est la personne qui vient de se connecter. Donc ce soir on parlera d'IA, ce soir on parlera aussi un peu de ma propre actualité, celle de Grade Education ou Grade Education, c'est selon. Et puis on parlera aussi de, de l'opportunité de choisir son environnement professionnel comme terrain de recherche dans le cadre du mémoire ou de la thèse. Donc là, je vais attendre un petit peu. Donc je ne sais pas qui est la personne qui nous a rejoint. Je n'en vois qu'une pour le moment. Donc je ne sais pas. Je vais attendre un petit peu. Donc oui, grand moment de solitude hein, pour le moment forcément. Euh, Donc ouais, tout seul, face à mon écran, face à... ah, bonsoir, donc on a une deuxième personne qui nous a rejoint. Bonsoir, donc j'aimerais juste savoir si vous m'entendez bien, si le micro marche comme il devrait marcher. Euh, donc je vous laisse me répondre, j'espère que oui. En tout cas, de mon côté, j'ai l'impression que le micro est bien actionné, donc on peut être parti. Alors, pour cette semaine, il s'est passé, enfin, cette quinzaine, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, c'était avant le week-end de Pâques. Donc la semaine dernière, j'étais avec Clément, Viviane et Jeanne au concert des Goguettes à Bobino. Donc c'était vraiment chouette. Hein. C'était un super concert. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Et donc depuis 15 jours, il s'est passé un certain nombre de choses, aussi bien dans le monde de l'IA que dans mon propre monde, si je puis dire. Et donc c'est ça dont je vais commencer à vous parler. Alors, pour le monde de l'IA pour cette semaine, il s'est passé donc effectivement pas mal de choses. Alors, je vais commencer par les grosses actualités ou les gros sujets du moment. Les gros sujets du moment concernent Anthropic, concernent OpenAI, concernent Apple également. Et il y a eu, après, d'autres éléments que j'évoquerai, mais qui étaient beaucoup moins centraux. Alors, sur OpenAI et Anthropic, donc une chose intéressante, cette semaine, pour la première fois, Anthropic a vu ses revenus dépasser ceux d'OpenAI. Donc Anthropic a généré un peu plus de 30 milliards de dollars de revenus, là où OpenAI a généré un peu moins de 30 milliards. Alors, en quoi est-ce que ça a une importance? Ça a une importance en ceci que OpenAI en bourse, on n'est pas encore coté, mais OpenAI a une valeur financière de près de 300 milliards de dollars, là où Anthropic a une valeur de plutôt 30 milliards. Donc, grosso modo, on est à du 1 pour 10 et le plus petit des deux tire davantage de revenus de ses activités que le plus gros. Autant dire que
c'est quelque chose qui est susceptible de poser un sérieux problème à OpenAI ou à ses investisseurs. Une entreprise gigantesque qui brûle énormément d'argent, énormément de cash, qui nécessite énormément de capitaux propres, forcément c'est une entreprise qui est normalement en devoir de générer des revenus. Et là, on se trouve avec Anthropic, le plus petit des deux, qui en génère davantage en brûlant moins de cash. Donc, il y a un vrai enjeu, il y a une vraie question, il y a un vrai sujet. Et le sujet en question, il s'est manifesté assez vite du côté d'OpenAI. C'est-à-dire que OpenAI, cette semaine, il y a 2 semaines, a annoncé un changement de stratégie. Si vous vous souvenez, j'avais évoqué il y a 15 jours le fait que OpenAI allait renoncer à Sora, donc le logiciel ou l'appli révolutionnaire de génération de vidéos par l'IA, pour pouvoir se concentrer sur le marché des entreprises. Le marché des entreprises sur lequel Anthropic est déjà très bien positionné. Et donc cette annonce a été rapidement suivie des faits, c'est-à-dire que en plus de ce renoncement à Sora, une appli phare d'OpenAI, l'entreprise a vu partir Sumo Fiji, qui est une Française, mais qui était l'une de ses têtes pensantes au comité exécutif, et elle est partie pour des raisons de santé, et son départ a acté un changement d'organisation au sein de l'entreprise, donc qui a été annoncé cette semaine même. Et au même moment où l'entreprise annonçait le changement de tête au sommet, eh bien, la politique de tarification a changé. Alors dit comme ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est très important ce qui se profile. C'est-à-dire que jusqu'à présent, OpenAI avait grosso modo 4 types d'abonnements. Un abonnement gratuit, un abonnement à 8 €, un abonnement à 20 €, 21, je ne me souviens plus du chiffre exact, qui lui ouvrait droit à tout, avec très peu de limites, et un abonnement à 229 € qui ouvrait droit à encore plus de choses. Là, ce qui s'est passé, l'abonnement à 20 €, soudain, a cessé d'ouvrir droit à autant de choses qu'auparavant. C'est-à-dire que vendredi, donc c'est le dernier jour, vendredi, vous pouviez encore notamment accéder à Codex, l'appli dont je vous parlais, qui permet de faire du codage informatique, qui est remarquable. Elle était en accès quasi illimité, gratuit, non, elle était incluse dans les 20 et quelques euros, mais en accès illimité. Et depuis vendredi, donc, maintenant, l'usage est limité. C'est-à-dire que lorsque vous avez consommé un certain nombre de tokens, donc les tokens, c'est l'unité de mesure dans l'IA, c'est en gros un certain nombre de mots ou de portions de mots, le modèle s'arrête, vous êtes suspendu pour un certain nombre d'heures jusqu'au moment où vous pourrez reprendre vos activités jusqu'à la prochaine limitation. Jusqu'à présent, donc OpenAI ne fonctionnait pas sur ce principe-là, mais depuis vendredi, si. Pour avoir accès à davantage de tokens, il faut prendre un abonnement plus cher, qui n'existait pas auparavant, un abonnement à 103 $ par mois, qui vous donne accès à 5 fois plus d'usage de Codex que lorsque vous êtes sur le plan à 20 €. Bon, et ça vous offre plein d'autres choses. Et à côté de ça, ils ont également développé un abonnement où ils ont revisité leur abonnement à 229 €, qui est un poil moins cher et qui donne accès à 20 fois plus d'utilisation de tout, et notamment Codex, que
l'abonnement à 20 euros. Ok. Sauf que, en quoi c'est gênant? Alors, c'est gênant à plus d'un titre. Le premier titre, c'est que jusqu'à présent, il n'y a qu'Anthropic qui faisait ça. Anthropic était fondé sur un modèle dans lequel, oui, vous payiez pour l'utilisation des tokens, vous payiez à l'usage et vous saviez dès le début que vous auriez des limites. Et si vous atteigniez, oui, bonsoir J-Cocotte, et si vous atteigniez cette limite, eh bien vous saviez que soit il vous fallait rajouter au pot, et c'était un vrai pipe show, soit qu'il fallait attendre plusieurs heures avant de pouvoir reprendre vos activités. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai chez Anthropic juste un contrat à 20 euros, parce que l'idée, même sur un contrat plus cher, de me retrouver bloqué, de devoir remettre à la poche, au pot, ça m'enthousiasmait assez peu. Donc, on constate que OpenAI, qui était fondé sur l'opulence, sur l'insouciance quelque part, pour reprendre les mots du président de la République à un certain moment, eh bien OpenAI a renoncé à ce modèle. Et en même temps, OpenAI développe un modèle qui est plus coûteux pour le client que celui d'Anthropic. Donc ce qui faisait l'intérêt d'OpenAI est perdu aujourd'hui. Clairement, OpenAI perd ce qui faisait son intérêt pour de nombreux clients. Est-ce une erreur stratégique? Il y a de fortes chances que oui, mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. Parce que là, en fait, on se retrouve avec une entreprise, OpenAI, qui est confrontée à finalement à une équation impossible. D'un côté, comme je vous disais tout à l'heure, Anthropic, qui est 10 fois plus petit, génère plus de revenus, ce qui veut dire que OpenAI n'est pas rentable, mais ça on le sait, hein. OpenAI n'est pas rentable, loin de là, et il y a une pression qui commence à s'exercer sur l'entreprise de la part de ses investisseurs pour qu'elle le devienne. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Donc d'un côté, OpenAI doit devenir rentable, et d'un autre côté, OpenAI, idéalement, devrait aussi rester concurrentielle, compétitive. Et là, OpenAI va perdre en compétitivité. OpenAI est en train de perdre ce qui faisait son attrait, son principal attrait aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui risque de se produire? Il risque de se produire plusieurs choses, et je vais ajouter ensuite 2 autres éléments dans l'équation. Hein. Il risque de se produire une chose qui va être que les clients historiques d'OpenAI qui ne sont pas spécialement mariés à OpenAI n'ont plus forcément de raison de rester. Pourquoi est-ce qu'ils resteraient chez OpenAI qui a perdu en popularité ces derniers mois face à Anthropic qui a gagné en popularité? Pourquoi rester chez OpenAI qui augmente ses prix et qui dégrade la qualité du service? Pourquoi aujourd'hui? Pour moi, il n'y a pas de raison objective de rester. Alors, je vais vous dire un truc là qui va vous surprendre. Moi, en fait, ce week-end, j'ai franchi un pas, à savoir, utilisant abondamment Codex pour des raisons professionnelles, j'ai franchi le pas de passer d'un abonnement à une vingtaine d'euros à 103 euros par mois pour pouvoir continuer à utiliser Codex. Je me suis interrogé, est-ce que je vais rester chez OpenAI ou est-ce que je vais prendre un abonnement plus cher chez Anthropic et avoir en gros sensiblement le même service qu'OpenAI, alors avec les mêmes limites, hein, mais un peu moins cher et avec la bonne réputation d'Anthropic. Je ne suis pas parti parce que j'avais encore des projets pour lesquels j'étais
tenu quelque part d'utiliser l'appli Codex d'OpenAI que je ne pouvais pas reprendre depuis zéro avec un autre salut Clément, avec un autre fournisseur, avec Anthropic. Ça aurait été comme changer d'architecte en cours de projet, au milieu de la construction d'une maison. Donc pas possible. Captif finalement, captif dans l'écosystème d'OpenAI, j'étais bien obligé finalement d'y rester. Mais je ne vous cache pas que c'est pas l'envie qui me manquait de partir et d'aller voir plutôt du côté d'Anthropic. Donc je disais, qu'est-ce qui risque de se produire? C'est que des clients d'OpenAI vont très certainement se poser la même question que moi, et un certain nombre vont franchir le pas. Alors moi, non seulement je suis resté un peu par obligation, si je puis dire, mais les nouveaux projets, je les lance sur autre chose. C'est-à-dire que je continue avec OpenAI ce que j'ai commencé, mais j'ai aussi un autre outil, celui de Google qui s'appelle Antigravity, que j'utilise aussi. C'est le premier que j'avais utilisé pour coder. Donc que j'utilise aussi. Progressivement, je migre des choses depuis OpenAI, donc les nouveaux projets, les débuts, les prémices d'autres choses, je les migre vers Antigravity. Et à un moment donné, je pense qu'une fois que les projets en cours seront achevés, ceux avec OpenAI, j'irai voir ailleurs. Je pense que c'est ça qui va se produire, parce que là, je n'ai pas vraiment aimé ces manières, on va dire. Donc je finis, le temps de finir, et puis après, probablement, j'irai voir du côté d'Anthropic. Tout ça pour dire que si quelqu'un comme moi, qui pourtant, sans être un fan d'OpenAI, il ne s'agit pas de ça, a une forme d'attachement de fait à l'entreprise et à ce qu'elle fait, si quelqu'un comme moi part, je ne vois pas pourquoi d'autres qui ne verraient que le prix ne partiraient pas, ou pourquoi d'autres qui seraient attirés par la réputation d'Anthropic ne franchiraient pas le pas. Donc je suis convaincu que ce repositionnement stratégique d'OpenAI est une erreur stratégique. Alors, est-ce qu'il pouvait vraiment faire autrement? J'en sais rien, là on est bien d'accord. Mais à mon avis, imiter Anthropic en faisant moins bien et plus cher, à mon avis, c'est une erreur. Là-dessus, donc je vous disais, je vais introduire deux autres éléments dans l'équation. L'un est que on dit, oui, c'était prévisible. Probablement ça l'était, je suis d'accord là-dessus. C'était prévisible parce que l'IA coûte très cher à faire tourner en composantes, en électricité, etc. Et ça coûte bien plus cher que ce que paye l'utilisateur. Et à un moment donné, il faudra bien que l'utilisateur paye. Donc, ce que pensent certains, c'est qu'il y a une phase depuis la naissance d'OpenAI et le lancement de ChatGPT en 2022. Il y a eu une phase pendant laquelle, de 2022 à peu près maintenant, de 3 ans et demi, pendant laquelle donc, il y a eu une acquisition d'utilisateurs, il y a eu une sorte de captation du marché des utilisateurs, avec la création d'habitudes, une forme de dépendance à l'IA, et maintenant que le poisson est bien ferré, eh bien, on rehausse les prix, et les utilisateurs seront bien obligés de rester. Donc certains pensent que les prix vont continuer à augmenter chez à peu près tous les fournisseurs d'IA, et que c'est inéluctable. Ok, mais, et c'est un gros mais, c'est ignorer une autre dimension qui est que la Chine soutient massivement l'IA, le développement de l'IA. J'ai lu ce matin dans les Échos que la Chine forme aussi dès l'école primaire ses futures élites de l'IA.
les formes en mathématiques, en machine learning, etc., pour avoir demain les têtes pensantes de ce monde en matière d'IA. Donc la Chine, avec DeepSeek en particulier, développe massivement des modèles d'IA à la fois très frugaux, à la différence de ceux d'OpenAI et d'Anthropic, et à la fois des modèles open source, c'est-à-dire des modèles que l'utilisateur peut modifier à sa guise, des modèles gratuits et des modèles qui sont faciles à installer sur ses propres équipements. Ça veut dire quoi? Est-ce que la Chine fait ça par philanthropie ou par idéologie sympathisante du modèle de l'open source? Pas du tout. Absolument pas. Il s'agit, à mon avis, d'une stratégie comme on a pu le voir dans la pharmacie, dans l'automobile, dans l'électronique, bien avant encore, qui consiste à assécher financièrement les géants en arrivant massivement. Oui, bonsoir Amal, mais vous êtes la bienvenue. Donc la Chine déploie des produits ou inonde les marchés occidentaux, en l'occurrence ceux de l'IA, en modèle bon marché, en l'occurrence gratuit, facile à installer, qui ne coûte pas grand-chose à faire tourner, en énergie, en infrastructure, donc en gros tout bénéfice pour tout le monde. Et donc, ce faisant, la Chine rend OpenAI et Anthropic encore moins compétitifs qu'ils ne le sont au naturel. Et compte tenu du fait que Anthropic et OpenAI sont aussi confrontés à l'équation financière, donc la nécessité d'être rentable, d'être profitable, à un moment donné, on peut imaginer que la Chine, les autorités chinoises et DeepSeek, plus particulièrement parmi les entreprises de l'Empire du Milieu, espèrent rendre la vie impossible, économiquement parlant, à Anthropic et à OpenAI. Et s'ils y parviennent, eh bien, qu'est-ce que ça donnera? Ça donnera ce qui s'est produit pour plein d'autres. Donc l'industrie automobile est exsangue. Il n'y a pas eu de faillite encore, de grosses faillites, mais combien de renflouements de grandes entreprises du secteur automobile, combien d'externalisations dans des pays à bas coût. Pour la pharmacie, pareil, avec peut-être à la clé, à un moment, la disparition de certains labos. On a vu des entreprises, on a vu des géants disparaître. Donc il ne serait pas impossible que le développement de ces modèles open source chinois, largement promus par la Chine, par les autorités publiques chinoises, ne fasse une concurrence très sévère à Anthropic et à OpenAI. Et il n'est pas impossible, donc comme je disais, qu'à un moment donné, les deux entreprises ne puissent plus suivre et que leurs financeurs leur disent « Stop, on arrête les frais, on va faire autrement ». Alors, faire autrement, ça veut dire quoi? Comment ça se passe? J'en sais rien encore pour l'instant. Mais à mon avis, OpenAI a fait une grave erreur de stratégie aujourd'hui en augmentant ses prix maintenant et comme ça. On verra si l'histoire me donne raison ou pas. J'espère pour OpenAI qu'ils ont fait le bon choix, mais ça m'étonnerait. Cette semaine, il s'est également passé, cette quinzaine, il s'est également passé deux choses assez importantes dans le monde de l'IA qui concernent toutes les deux Anthropic. La première, c'était la semaine dernière. Il y a eu une fuite de 500 000 lignes de code concernant Claude Code, l'outil d'Anthropic permettant de faire du développement informatique. Donc il y a eu une fuite de 500 000 lignes de code qui ont été accidentellement divulguées publiquement. En quoi c'est problématique? Bon, alors c'est problématique pour Claude à deux titres.
même 3. Le premier titre, c'est que Claude s'apprête à entrer en bourse, donc prépare une entrée en bourse, et là on se retrouve avec en 15 jours 2 fuites de code. C'est-à-dire que en gros, on se dit, oula, cette entreprise qui va entrer en bourse n'est peut-être pas aussi fiable, aussi sûre qu'elle en a l'air. Est-ce qu'on a intérêt à y mettre de l'argent? Le deuxième titre, c'est que finalement, Claude, Anthropic, perd ses données, ses lignes de code, donc des secrets de fabrication non protégés, il s'agit de ça, qui pourront être exploités par les concurrents. Et donc en gros, Anthropic donne des billes à ses concurrents pour faire mieux que lui. Ce qui est gênant, notamment lorsque vous allez entrer en bourse. C'est gênant même en tant qu'entreprise, si vous faites même pas piquer, si vous donnez presque vos secrets de fabrication. Donc ça c'est pour le gros problème. À côté de ça, donc compte tenu de ça, Anthropic a accusé le coup. Et la semaine dernière plutôt, Anthropic a décidé de renoncer au lancement d'un nouveau modèle qui s'appelle Mythos, donc les mythes en grec ou le mythe. Donc je crois que J-Cocotte, ça devrait te parler. Donc le mythe qui avait vocation à identifier les failles de sécurité des codes informatiques des 20-25 dernières années. Et il se trouve que Mythos a réussi à déminer, à identifier 22 failles de sécurité dans le navigateur Firefox en quelques secondes. Donc imaginez que trouver des failles de sécurité dans des accès militaires, des accès au système financier, des données personnelles, etc., pourrait se faire en quelques heures à moindre frais, sans forcément déployer énormément de trésors d'ingéniosité quand on est un cyber attaquant, un pirate. Et donc Anthropic a décidé de ne pas diffuser ce modèle, de ne pas le mettre sur le marché, ce qui était une grosse annonce. Et en revanche, ses financeurs ont quand même exigé que Anthropic, compte tenu de ça, puisse développer avec les autres géants de l'IA des partenariats en matière de cybersécurité. Et donc l'entreprise s'est exécutée et a proposé ses services à ses principaux concurrents que sont OpenAI, Google et Amazon, qui n'est pas tout à fait un concurrent, qui est un actionnaire, et Microsoft. Donc on en est là pour l'instant. Donc qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, on verra bien. Mais c'était le gros sujet concernant Anthropic. Enfin, les deux gros sujets, la fuite de données et le non-lancement du modèle. Enfin, pour cette semaine, une autre nouvelle importante par la semaine dernière. Donc, c'était le 50e anniversaire d'Apple. Alors, en quoi c'est important? Bon, une entreprise qui a 50 ans, ça arrive régulièrement. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple, aujourd'hui, est la plus importante capitalisation boursière au monde. Apple est une entreprise qui est l'une des plus profitables au monde. Et à l'occasion de son 50e anniversaire, il y a deux choses qui se déroulent en même temps. D'un côté, le Tim Cook. Alors,
elle est la moitié de sa vie théorique de 99 ans. Bah ouais, c'est à peu près ça, Clément. Alors, je repensais à cette conversation. Donc avec Clément, on a eu une conversation il y a justement quand on était de retour du concert des Goguettes lundi dernier sur la durée de vie d'une entreprise finalement. Mais qu'est-ce que ça veut dire 99 ans et est-ce que ça peut être prolongé? Et si c'est prolongé, par quel prodige peut-on prolonger la vie? Donc c'était une partie de la discussion. D'où la private joke ici. Donc oui, c'est la moitié de la vie théorique de 99 ans. Donc à l'occasion de ce 50e anniversaire, il y a trois choses. Je disais deux surtout. L'une, c'est que Tim Cook, qui est PDG depuis 2010, depuis le décès de Steve Jobs, Tim Cook va tirer sa révérence prochainement. Donc après plus de 15 ans à la tête de l'entreprise, il va partir. Donc les rumeurs vont bon train quant à qui pourra lui succéder. La deuxième chose qui s'est produite, c'est que, ou pas produite, c'est comme on veut, Apple s'est vu reprocher dans un premier temps de ne pas avoir investi dans l'IA et d'avoir pris du retard en matière d'IA. Je pense au contraire que Tim Cook a eu une idée de génie en n'allant pas en premier sur l'IA, probablement en comprenant que ça se ferait à perte, comprenant probablement que ce serait trop risqué, mais qu'en revanche, il était possible de tirer tout à fait parti, de tirer bénéfice, de tirer profit, de ce que les autres entreprises font en matière d'IA. Donc là, Apple n'a pas investi massivement dans sa propre IA, mais Apple utilise Gemini, l'IA de Google. Donc Apple a laissé Google, son rival, je ne vais pas dire de toujours parce que c'est pas de toujours, mais son rival notoire, prendre en charge son IA. Et tout le monde s'en accommode bien. Donc idée de génie ou erreur stratégique, je vous laisse juger. Pour moi, c'est plutôt, je vous disais, un coup de génie. Et donc, selon qui succédera à Tim Cook, l'entreprise décidera ou pas d'aller plus loin en matière d'IA. Ce qui est intéressant, c'est qu'Apple, c'est une entreprise qui a énormément de trésorerie et qui aurait les moyens d'entreprendre de très lourds investissements en matière d'IA sans avoir à emprunter, sans avoir à faire appel à des fonds extérieurs, à la différence d'OpenAI qui n'a pas de trésorerie propre. À la différence d'Anthropic qui fait aussi régulièrement des tours de table pour lever de l'argent. Donc, est-ce que Apple s'engagera dans l'IA ou est-ce que Apple continuera de rester en retrait, quelque part comme Microsoft? Alors, quand bien même Microsoft a développé Copilot, qui est pas extraordinaire, mais Microsoft a quand même mis 60 milliards, je crois, oui, non, ça va être 20 milliards, je crois, 20 milliards, 30 milliards, pardon, dans OpenAI. Donc, à suivre.